Quand je suis arrivé fin juillet, j'ai été informé que les 2 premiers mois de la transition avaient connu une activité intense. Et après, il y a eu une période que certains considéraient comme un flottement, mais en fait, c'était la préparation des grandes décisions. Ensuite, il y a eu l'adoption de la feuille de route, le 29 juillet. Et à partir de là, surtout à l'occasion de la fête nationale, je crois que le processus s'est accéléré avec l'annonce par le président du comité militaire de transition de la participation des politico-militaires au dialogue national, la création des 2 comités chargés de l'organisation de ce dialogue, la mise en place des institutions qui restaient à installer. Je crois que nous avons connu là une accélération à un rythme soutenu du processus. Et à telle enseigne que 6 mois après, on peut dire que cette première étape a été franchie dans les délais. Bien sûr, il reste toujours des interrogations, des préoccupations. Les acteurs sont tous engagés, c'est vrai, dans le processus, mais il y en a qui estiment que peut-être on peut faire mieux. Ils s'interrogent sur la représentativité des acteurs dans certains organes, sur la transparence du processus. Et depuis quelques semaines, depuis qu'il y a ces pré-dialogues, qui s'interrogent surtout sur la qualité des débats. Est-ce qu'on touche les problèmes de fond? Est-ce que... Il y a ces interrogations. Mais je crois qu'à l'étape actuelle, ce qui est intéressant, c'est que des synthèses seront faites. Je crois que les organisateurs auront l'intelligence de recueillir tous les éléments susceptibles de satisfaire la plus grande majorité de la population, parce qu'il me semble que les acteurs sont vraiment intéressés. S'il y en a qui hésitent, c'est parce qu'ils s'interrogent sur certaines conditions qui ne sont pas remplies. D'où notre travail à nous, Union africaine, c'est d'abord d'appeler au respect de ce que nous considérons comme une base essentielle, à savoir l'inclusivité, le caractère pacifique du processus, le côté consensuel et sincère du dialogue. Donc, une invite aux autorités pour que ces conditions soient réunies, pour qu'on élargisse le plus possible la base de la participation, et d'autre part, du côté de ceux qui restent réticents, une invite à éviter toute forme de politique de la chaise vide, parce que ça n'a pas toujours été payant, on l'a vu ailleurs. Mais enfin, rien n'est perdu. À l'occasion du dialogue, je crois que les acteurs tchadiens, qu'ils soient politiques ou sociaux, trouveront la meilleure formule pour satisfaire les attentes de la population. Vous êtes tous conscients ici qu'il s'agit d'une situation inédite. Personne ne s'attendait à ce qui s'est produit. Et il y a eu l'émotion, pas seulement à l'étranger, mais ici également. Je crois que des Tchadiens commençaient déjà à s'organiser même pour quitter le pays, parce que les lendemains n'étaient pas très certains. Alors, il y a eu cette période, je veux dire, d'inquiétude profonde. On dit, le Tchad va imploser. Et si le Tchad implose, c'est toute notre barrière là, de l'architecture africaine de paix et de sécurité qui risque de sauter. Un verrou important. Alors, que s'est-il passé? On s'est demandé, faut-il revenir aux règles habituelles d'évolution du pouvoir, selon les normes constitutionnelles? Quand on nous explique que cela n'a pas été possible, nous ne pouvions pas monter
sur place une équipe pour mener des enquêtes, pour voir pourquoi le président de l'Assemblée n'a pas pu exercer son rôle, ses pouvoirs. Écoutez, nous sommes dans le feu de l'action. Et qu'à cela ne tienne, il faut accompagner le processus et remettre le train sur les rails, c'est-à-dire demander qu'il y ait une révision de la charte au profit d'un gouvernement civil, qu'il y ait des clauses qui permettent la régularisation du processus, à savoir la période de transition, qui ne devrait pas être extensible, et l'inéligibilité des membres du CMT, tels qu'ils l'ont déclaré eux-mêmes. Et nous avons donc voulu accompagner, quitte à ce que, bon, on n'a pas tenu les délais. Nous attendions la mise en place du CNT depuis longtemps, ça n'a pas été le cas. La charte n'a pas été révisée, mais justement, il y a l'occasion du dialogue national qui permettra aux Tchadiens eux-mêmes de voir quelle est la meilleure formule pour conduire une transition apaisée, inclusive, consensuelle. Nous n'avons pas fait d'exception, nous avons tenu compte du contexte, parce que pour nous, il ne s'est pas agi à proprement parler d'un coup d'État monté par les militaires pour prendre le pouvoir. En revanche, on s'est interrogé sur la forme de dévolution du pouvoir. Nous sommes contre tout changement non constitutionnel, mais dans le cas d'espèce, on n'a pas fait de faveur. On a pris en compte l'urgence de la situation, les réalités du terrain. Au départ, il y a eu comme un malentendu sur la procédure, rien d'autre. Nous ne sommes pas en position de faiblesse. Nous avons dit, d'abord, le dialogue, il est inter-tchadien. Nous sommes là pour accompagner. Nous ne nous substituons pas aux Tchadiens. Dans cet accompagnement, nous voulons compter sur l'engagement des Tchadiens d'abord. S'ils n'arrivent pas à s'entendre sur des thématiques précises, à ce moment, nous jouons notre rôle de facilitateur. Pour l'heure, nous ne sommes pas entrés dans le vif du sujet du dialogue national. Ce que l'Union africaine fait, c'est passer des messages aux uns aux autres, rappeler nos recommandations. Nous verrons à l'occasion du dialogue comment cela sera perçu et quelle sera la réponse. Mais on n'est pas fragilisé. Nous regrettons seulement les lenteurs administratives de notre part parce qu'on devrait depuis longtemps déjà avoir une équipe ici justement qui serait chargée du suivi de toutes ces recommandations. Elle arrive bientôt, mais nous avons pris du retard. S'il vous plaît, on ne réécrit pas l'histoire ainsi. Les coups d'État en Afrique ne sont pas nés depuis avril 2021. Le coup d'État au Mali a existé avant. On a parlé plutôt de coup d'État dans le coup d'État. Ce n'est pas la même chose. La situation en Guinée, la Guinée, vous savez combien de coups d'État elle a connu? Ce n'est pas la situation au Tchad qui a déclenché les coups d'État. Nous avons un problème de fond, c'est la gouvernance et le respect de nos propres engagements, de nos décisions. Nous avons des politiques communes, des valeurs partagées. Et nous avons surtout, en ce qui concerne les changements de régime, nous avons une charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui est souvent bafouée avec la question que vous connaissez tous des troisièmes mandats. Et nous nous interrogeons. Dernièrement, on a eu une retraite des envoyés spéciaux
à Nairobi il y a 2 semaines. Et la question s'est posée effectivement du respect de nos normes, des questions de gouvernance et finalement de la politique de prévention des conflits. Parce qu'on voit venir, on ne réagit pas avant, on réagit après coup. C'est ça qui constitue la faiblesse. C'est lorsque les signaux deviennent rouges qu'il faut aussitôt réagir. Je crois que ça, c'est en discussion. Vous savez, c'est pas toujours facile. Je vois les États, parce que quand vous dites l'Union africaine, on voit la commission. L'équipe qui est venue ici, c'est vrai, il y avait le commissaire, mais c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui est venu. Il est formé des États, pas des fonctionnaires de la Commission. Alors, lorsqu'il y a ces situations embarrassantes en réalité, ce sont les chefs d'État qui sont interpellés. Ont-ils le courage de se sanctionner, de se dire « halte ». Il y a la politique de prévention, vous savez, on parle de la Guinée. Je crois savoir qu'il y a eu quand même des chefs d'État de la région qui commençaient déjà à s'interroger, à prodiguer des conseils. Mais ces conseils ont été balayés d'un revers de main. Je crois qu'on est tous interpellés. Que faire? C'est la prévention. Par contre, on envoie un envoyé spécial où on fait la médiation, où on envoie... on installe une opération de maintien de la paix. Ça, c'est l'échec déjà. Il faut prévenir. Lancer dans l'hypothèse où on s'aventure à répéter, à ressasser les mêmes recettes qui ont conduit à la situation que l'on connaît. Je crois qu'ils sont conscients. Alors, si jamais on répétait les mêmes choses. Nous sommes là pour accompagner. Un dirigeant à Addis Abeba m'a dit, écoutez, ce que notre posture est celle-ci. S'ils disent nous allons au paradis, on leur dit, écoutez, bravo, on y va. Mais s'ils décident d'aller en enfer, bonne chance. Bon, j'ai dit tout à l'heure que la démarche il était à encourager avec, on peut appeler cela consultation, pré-dialogue dans les provinces, à l'extérieur en direction de la diaspora, des groupes armés. Je crois que c'est un bon processus, la démarche en elle-même. Ça permet dans un premier temps de recueillir tous les avis. Et dans le cas des politico-militaires, je crois savoir que des missions ont été dépêchées. Il y a quelques jours, j'ai rencontré le président Goukouni qui est rentré lui-même d'une de ses missions à Doha. D'autres ont été à Paris, ailleurs. Dans l'ensemble, ce qui a été enregistré, c'est un accueil positif de l'initiative. Les principaux groupes se sont engagés à participer au dialogue en posant des conditions, bien sûr. Nous le savions déjà. Nous avions déjà, en tant qu'Union africaine, discuté de cela avec l'équipe du président Goukouni Weddey pour dire qu'il faudrait déjà penser à certaines conditions qui seront posées. C'est ce qui a été fait par les principaux groupes. Ils sont prêts. Je crois qu'ici aussi, du côté du pouvoir, des organisateurs, ils sont conscients que ce sont des problèmes qui devront faire partie du pré-dialogue qui sera convoqué certainement dans les semaines à venir à l'étranger et ces questions seront abordées. Donc, c'est tout à fait légitime que certains s'interrogent, conditionnent leur participation à la satisfaction de certaines questions, certaines revendications. Ça me paraît sain. Ce n'est pas à moi de répondre. Nous avons demandé la dernière réunion
du Conseil de paix et de sécurité en date du 3 août a repris cette recommandation le 3 août. Le Conseil de paix et de sécurité qui devrait se réunir bientôt également sur la transition au Tchad a repris ces recommandations concernant la révision de la charte, concernant l'inéligibilité des membres du CMT, concernant la durée de la transition et concernant aussi 2 rapports. Le rapport sur la mort du maréchal et le rapport sur l'incident qui a eu lieu entre le Tchad et la République centrafricaine. Ce sont des rapports que nous attendons. Les 2 rapports, j'en ai discuté avec le gouvernement, un procureur a été saisi, ce sont des questions de justice. Nous rappelons que nous attendons toujours ce rapport-là.